Il pensait être le roi de Lyon. Avec son bureau de prestige, son penthouse luxueux et sa jeune maîtresse à son bras, Laurent Dubois croyait avoir atteint le sommet. Ce matin-là, il entrait dans la salle du conseil d'Omnicorp pour impressionner son nouveau patron. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'empire qu'il avait bâti sur le mensonge était sur le point d'être réduit en cendres. Car le nouveau prédateur qui l'attendait derrière ses portes n'était pas un étranger. C'était Sophie, sa propre femme. Découvrez l'histoire d'une vengeance glaciale où l'arrogance rencontre enfin son maître. Le réveil de 6 heures du matin était un carillon numérique, un son doux pour un homme qui croyait que le monde se réveillait pour lui. Laurent Dubois, cependant, était éveillé depuis 5h30, son esprit déjà en train de faire des calculs. Aujourd'hui n'était pas un mardi comme les autres. Aujourd'hui était le grand jour, le jour de la prise de contrôle. Il sortit ses jambes du lit king size, les draps en coton égyptien s'accumulant autour de sa taille. L'air dans l'appartement penthouse était refroidi à une température précise de 20 degrés Celsius. De l'autre côté de la vaste chambre, sa femme Sophie était déjà debout, mais elle n'était pas habillée. Elle portait un sweat délavé de l'université de la Sorbonne et un pantalon de yoga, ses cheveux blond miel ramenés en un chignon désordonné. Elle fixait sa tablette, le front plissé. « Café » grogna Laurent, non pas comme une question. « Bonjour » murmura Sophie, sans lever les yeux. « La machine est en marche. » Laurent ricana, marchant pieds nus sur le sol en marbre froid jusqu'à la salle de bain principale. Il s'arrêta près de la baie vitrée. Sous eux, 50 étages plus bas, Lyon était une grille de lumière scintillante, le ciel d'avant l'aube, d'un violet profond et meurtri au-dessus du Rhône, sa ville. « Tu as l'air stressée, Sophie » lança-t-il, sa voix résonnant depuis la salle de bain alors qu'il allumait la douche à jets multiples. « C'est la soirée caritative ? La liste des invités pour le sénateur ? Ne t'en fais pas, je demanderai à mon assistante. » « Ce n'est pas la soirée caritative, Laurent, dit-elle, sa voix calme mais tendue. Ce sont les finances de la Fondation Moreau. Il y a des anomalies dans les relevés de fiducie de Genève. » Laurent leva les yeux au ciel, caché par la vapeur. La Fondation Moreau, son petit projet. Quand le père de Sophie, Jean-Pierre Moreau, un magnat de la technologie mineure, était décédé il y a 5 ans, il lui avait laissé un héritage respectable. Laurent l'avait encouragé à gérer la fondation caritative. Cela l'occupait. Cela l'éloignait de ses affaires pendant qu'il faisait le vrai travail, gravissant les échelons chez Omnicorp Solutions, un mastodonte mondial de la logistique. « Laisse les banquiers s'en occuper, chérie, dit-il en entrant dans l'eau brûlante. C'est pour ça qu'on les paie. Tu es trop intelligente pour te soucier des feuilles de calcul. Laisse ça aux intellos. » Il n'entendit pas sa réponse. 40 minutes plus tard, Laurent était un monument à la puissance de l'entreprise. Il se tenait devant le miroir, ajustant le creux de sa cravate Hermès gris anthracite. Le costume était sur mesure, les poignets de sa chemise tenus par des boutons de manchette en platine. Il avait 45 ans, mais en paraissait 35. Des traits anguleux, des yeux bleus perçants et une chevelure sombre et épaisse que sa liaison, il le savait, aimait caresser. Il retourna dans le salon. Sophie était toujours à l'îlot de cuisine, maintenant avec un ordinateur portable ouvert. Elle avait l'air pâle. « Laurent, il faut qu'on parle. J'ai appelé Alain Girard hier soir. » Laurent s'arrêta, sincèrement agacé. Alain Girard, le conseiller de sa femme, un vieil avocat poussiéreux qui avait travaillé pour son père. « Sophie, je n'ai absolument pas le temps pour ça. Aujourd'hui est le jour le plus important de ma carrière. Le nouveau PDG arrive. » Omnicorp avait été racheté. Une OPA hostile, rapide et choquante, par une entité fantôme, une société de capital investissement dont personne n'avait entendu parler, SM Ventures. Pendant 3 semaines, tous les étages de la direction avaient été en panique. Qui était SM ? Un oligarque russe ? Un prodige de Sophia Antipolis ? Laurent, cependant, n'était pas inquiet. Il était le vice-président des ventes mondiales. Il était le faiseur de miracles. C'est lui qui avait rendu Omnicorp assez rentable pour être une cible.
Ce nouveau PDG n'allait pas virer la poule aux œufs d'or. Non. Aujourd'hui était son audition pour un rôle encore plus grand. Directeur des opérations, peut-être ? C'est important, Laurent. Ça concerne nos structures financières. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Il la regarda enfin. La regarda vraiment, les yeux fatigués, le sweat avec une légère tache sur la manchette. C'était la femme qu'il retrouvait en rentrant chez lui. Il ressentit une pointe aiguë, non pas de culpabilité, mais d'impatience. Il pensa à Manon. Manon Lefebvre, 26 ans, vive, affamée, et attendant actuellement dans le hall de son immeuble. Un appartement que Laurent payait avec une allure de mannequin. « Sophie, dit-il en adoucissant sa voix, comme on le fait avec un enfant confus. Quoi que ce soit, ça peut attendre ce soir. Je te promets qu'on ouvrira une bouteille de ce pinot noir de Bourgogne que tu aimes tant. » Il l'embrassa sur le sommet de la tête. Ses cheveux ne sentaient rien, juste du shampoing. Il attrapa sa mallette en cuir. « Je serai en retard, ne m'attends pas. »« Laurent, attends !» appela-t-elle en se levant. « J'ai besoin que tu saches. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je dois y aller, chérie. Je t'aime, dit-il, les portes de l'ascenseur privé sonnant déjà leur ouverture dans leur foyer. Alors que la porte se refermait, il était déjà sur son téléphone. « Manon, je suis à 5 minutes. Mets la robe rouge. Non, pas la bordeaux, la rouge vif. Je veux que tu fasses impression. » Il raccrocha, un sourire sincère touchant enfin ses lèvres. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de sécuriser son avenir. Il s'agissait de le dévoiler. Il avait préparé Manon pendant des mois, lui fournissant des informations, la laissant l'assister sur ses plus gros comptes. La vieille garde d'Omnicorp la voyait comme une jolie distraction. Laurent la voyait comme sa nouvelle partenaire, une version améliorée. Il avait même créé un poste pour elle, liaison spéciale auprès du vice-président. C'était parfait. Aujourd'hui, il la présenterait au nouveau PDG comme son indispensable protégé, l'avenir de l'entreprise. Elle était intelligente, oui, mais plus important encore, elle était un reflet de lui, de son goût, de son pouvoir, de sa virilité. Sa Mercedes classe S noire glissa jusqu'au trottoir devant son immeuble dans le quartier de la Confluence. Manon sortit et le souffle de Laurent se coupa. La robe rouge était un chef-d'œuvre, épousant chaque courbe. Ses cheveux noirs étaient un rideau lisse, son maquillage impeccable. Elle était l'ambition pure, brute. Elle était parfaite. « Bonjour, monsieur Dubois », ronronna-t-elle en se glissant sur le siège passager, l'odeur de parfum cher emplissant la voiture. « Bonjour, mademoiselle Lefebvre », répondit-il, sa main allant immédiatement sur son genou, le serrant fort. « Êtes-vous prête à rencontrer le nouveau roi ?»« Je le suis », chuchota-t-elle en se penchant. « Mais je pense qu'il est déjà ici. » Laurent rit, d'un rire profond et satisfait. Il s'inséra dans la circulation, en direction de la tour Omnicorp. Il se sentait invincible. Il était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Et aujourd'hui, c'était la chasse. Il plaignait les vieux cadres, se tordant les mains dans la salle du conseil. Il n'avait aucune idée de la façon dont le jeu se jouait. Mais Laurent Dubois, dans son arrogance, avait oublié la première règle de la jungle. Il y a toujours un prédateur que l'on ne voit pas venir. La salle du conseil du 88e étage de la tour Omnicorp était conçue pour intimider. Une plaque d'obsidienne polie de 12 mètres servait de table, entourée de 20 fauteuils en cuir à haut dossier. Un mur entier était en verre, offrant une vue divine sur Lyon. L'ambiance à l'intérieur, cependant, était moins divine que solennelle. Laurent et Manon furent les derniers à arriver. Un geste délibéré. Ils voulaient faire une entrée. « Laurent !» siffla Frédéric Lemaire, le directeur financier, un homme qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 mois. « Tu es juste à l'heure. SM est attendu à 9 heures précises. »« Détends-toi, Frédéric, » dit Laurent en se dirigeant vers son siège habituel, à 2 places du bout de la table. Il tira la chaise à côté de lui pour Manon, un geste qui ne passa pas inaperçu.
Catherine Duval, la directrice des opérations et une vétéran de 20 ans dans l'entreprise, haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Manon, c'est une réunion de direction de niveau 10. Votre présence est-elle requise ?» Laurent sourit de toutes ses dents. « Mademoiselle Lefebvre est ma nouvelle liaison spéciale. Elle a joué un rôle déterminant dans les projections du 4e trimestre que SM Ventures a trouvées si convaincantes. Elle est ici à ma demande. » Manon s'assit, dégageant une confiance qui était à 90% celle de Laurent et à 10% la sienne. Elle posa un élégant carnet en cuir rouge sur la table noire, une touche de couleur parfaite et discordante. Elle était au cœur de sa liaison, oui, mais elle était aussi une très bonne élève. Elle savait que Laurent l'utilisait comme une démonstration de force et elle était plus qu'heureuse d'être le pion qui capturerait le côté de la reine. La pièce était remplie de l'énergie nerveuse de ceux qui attendaient leur sort. Il y avait des chuchotements. « J'ai entendu dire que SM est un milliardaire de la tech de 30 ans de Bordeaux. » « Non, ma source dit que c'est une vieille famille fortunée de Marseille, les Moreau. »« Moreau ? Je pensais qu'ils étaient de second ordre. De la côte ouest, pas de l'est. Qui que ce soit, ils ont acheté l'entreprise au comptant. Sans effet de levier, juste un virement bancaire. Qui fait ça ? » Laurent écoutait simplement, un petit sourire en coin sur les lèvres. Il les laissait paniquer. Il avait déjà fait savoir sa loyauté au nouveau régime via les avocats de la transition. Il avait envoyé une note de service privée, jetant subtilement ses collègues sous le bus, tout en soulignant l'efficacité rationalisée de sa propre division. Il avait souligné la comptabilité trop prudente de Frédéric Lemaire et les modèles logistiques désuets de Catherine Duval. Il se pencha vers Manon, sa voix un grondement sourd. « Tu vois ça ? La peur. C'est l'odeur de la médiocrité. Nous ne sentons pas comme ça, n'est-ce pas ? » « Non, Laurent, » chuchota-t-elle en retour, sa jambe frôlant la sienne sous la table. « Nous sentons l'avenir. » Il était sur le point de répondre, de lui parler de la prime qu'il avait déjà mentalement dépensée pour un nouveau penthouse pour elle, lorsque les lourdes portes en chêne au fond de la salle du conseil s'ouvrirent. Le silence se fit dans la pièce, un silence total, profond. 2 hommes en costume sombre et sévère entrèrent les premiers. C'étaient des avocats, dégageant une aura d'heures facturables qui coûtait plus cher qu'une petite voiture. Ils se déployèrent, un de chaque côté de la porte. Puis le cliquetis de talons sur le sol en marbre. Clic, clac, clic, clac. C'était un son lent, délibéré, puissant. Ce n'était pas le staccato frénétique d'une secrétaire, ni le tapotement hésitant d'une assistante. C'était un rythme qui disait « Je possède le sol sur lequel je marche ». Laurent, comme tout le monde, se leva. Il lissa le devant de sa veste, composant son visage de première impression. Respectueux, vif, indispensable. Une femme apparut dans l'embrasure de la porte. Le cerveau de Laurent, qui tournait à 1000 à l'heure, s'arrêta net. C'était comme un projecteur de film qui se bloque sur une seule image. L'image était celle-ci, une femme. Ses cheveux, non plus un chignon blond miel désordonné, étaient un carré blond cendré, lisse et sophistiqué, qui effleurait sa mâchoire. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine sur mesure, qui semblait plus blindé que taillé, avec un simple haut en soie blanche en dessous. Pas de bijoux, à l'exception d'une paire de clous en diamant sévère et de son alliance. Son visage. C'était le visage de Sophie, mais toute la douceur avait disparu. Le regard vague et distrait était remplacé par un regard aussi vif et froid que la vue depuis la fenêtre. Elle n'était pas pâle, son maquillage était impeccable, professionnel. Elle avait l'air redoutable. L'esprit de Laurent s'emballa, essayant de donner un sens aux données. C'est Sophie, mais ce n'est pas elle, c'est une erreur. Elle est ici pour la soirée caritative. Elle s'est trompée de salle, elle est perdue. Il ouvrit la bouche, un rictus de pitié confuse se formant sur ses lèvres, mais avant qu'il ne puisse parler, l'un des avocats s'avança. « Mesdames et messieurs du conseil, merci pour votre temps. Veuillez vous asseoir. » Ils s'assirent tous raidement.
Laurent tomba à moitié sur sa chaise, les yeux fixés sur sa femme, qui marchait, non, qui se dirigeait d'un pas assuré vers le bout de la table. Manon se pencha, sa voix un murmure minuscule et confus. « Laurent, n'est-ce pas ?» Laurent ne pouvait pas répondre. Sa gorge s'était nouée. Le sang vrombissait dans ses oreilles, un son comme l'océan. La femme atteignit le bout de la table. Elle posa un mince ordinateur portable argenté et balaya la pièce du regard. Son regard passa sur Frédéric Lemaire, sur Catherine Duval, sur les autres vice-présidents terrifiés. Puis ses yeux se posèrent sur Laurent. Ils s'arrêtèrent une seule seconde atroce. Il n'y avait aucune reconnaissance, aucune colère, aucune trahison. Il n'y avait rien. C'était le regard qu'un PDG jette à un meuble. Puis, ses yeux glissèrent vers Manon, vers la robe rouge, vers la main que Manon avait protectricement posée sur le bras de Laurent. Pendant une fraction de seconde, le coin de la bouche de la femme tressaillit. Ce n'était pas un sourire, c'était le précurseur d'un sourire. L'avocat reprit la parole. « J'ai le grand honneur de vous présenter l'unique propriétaire de SM Ventures, la nouvelle présidente et directrice générale d'Omnicorp Solutions, mademoiselle Sophie Moreau. » Le nom frappa Laurent comme un coup physique. Moreau, son nom de jeune fille. SM Ventures, Sophie Moreau. La pièce fut remplie d'un silence stupéfait, choqué. La mâchoire de Frédéric Lemaire était littéralement tombée. Catherine Duval avait l'air d'avoir été giflée, et Laurent Dubois ne faisait que regarder fixement. Sophie, mademoiselle Moreau, sourit. Un sourire éclatant, froid, reptilien. « Bonjour à tous, dit-elle, sa voix claire et forte, ne portant aucune trace du murmure discret qu'il avait entendu à peine 3 heures plus tôt. Je m'excuse pour la nature abrupte de cette transition, c'était nécessaire. Maintenant, mettons-nous au travail. J'ai examiné les projections du 4e trimestre et, franchement, je suis consternée. » Ses yeux retrouvèrent ceux de Laurent, et cette fois, ils le fixèrent, surtout en ce qui concerne notre division des ventes mondiales. Le monde dans la tête de Laurent Dubois s'était réduit à un unique point sonore pulsant, le cliquetis des talons de Sophie. L'air dans la salle du conseil, autrefois refroidi à un parfait 20 degrés Celsius, semblait maintenant suffocant. Il ne pouvait pas respirer correctement. Son costume sur mesure, son armure à 4 000 € ressemblait à un cercueil en mélange de laine. « Laurent » chuchota à nouveau Manon, sa voix n'étant plus un ronronnement. Elle était vive, empreinte de la première piqûre de panique. « Laurent, qu'est-ce qui se passe? C'est ta femme. »« Tais-toi » siffla Laurent, sa voix se brisant. Il regardait Sophie, mais la femme au bout de la table était une étrangère. Ce n'était pas la femme qui organisait des galas de charité. Ce n'était pas la femme qui s'inquiétait des listes d'invités et des options sans gluten. Ce n'était pas la femme qui portait des pantalons de yoga et lui demandait la permission de déplacer de l'argent. Cette femme, mademoiselle Moreau, branchait son ordinateur portable sur le système central. L'écran massif au fond de la salle du conseil, habituellement sombre, s'anima. Il n'affichait pas un message de bienvenue. Il affichait une feuille de calcul complexe et terriblement détaillée. « Commençons par l'évidence, » dit Sophie, sa voix tranchant le silence stupéfait. « Omnicorp est une relique boursouflée et inefficace. Depuis 3 ans, elle a été systématiquement mal gérée, surendettée et, dans certains cas, activement fraudée. » Elle cliqua sur un bouton. Une nouvelle diapositive apparut. Un graphique en courbe. Une épaisse ligne rouge représentant les dépenses montait en flèche, tandis qu'une ligne bleue, le revenu net, stagnait. « Les chiffres que vous avez communiqués aux actionnaires étaient de la fiction, » déclara-t-elle. « Une fiction très créative, très illégale. » Frédéric Lemaire, le directeur financier, retrouva enfin sa voix. « Écoutez, mademoiselle Moreau, nos livres sont audités par Grant Thornton. »« Oui, je sais, » dit Sophie, sans même le regarder.
Je sais aussi que votre auditeur principal, monsieur Luc Martin, est votre beau-frère. Un fait que vous avez omis de divulguer. » Frédéric devint couleur de vieux parchemin. « Et vous, mademoiselle Duval, » continua Sophie, en se tournant vers la directrice des opérations. « Votre service logistique utilise toujours un système de répartition de 2005. Vous sous-traitez 30% de notre fret nationale à une société, Logifast Solutions, qui s'avère appartenir à votre fils, avec une majoration de 40% par rapport au prix du marché. » Catherine Duval recula, son visage un masque de fureur et de choc. Ce n'était pas une réunion, c'était un démantèlement en règle. Sophie les démantelait pièce par pièce avec une précision froide et brutale. Elle avait les documents, elle avait les relevés de virements bancaires, elle avait les papiers de propriété des sociétés écrans, elle avait tout. Laurent resta assis, figé. Ce n'était pas possible. Les anomalies qu'elle avait mentionnées ce matin, les relevés de Genève, Alain Girard, ce n'était pas une erreur, c'était une enquête. Elle n'avait pas été troublée, elle s'était préparée. Son esprit revit un diaporama rapide et horrible, elle sur son ordinateur portable, tard le soir. Il avait supposé que c'était Pinterest. Ses longues journées au spa, les déjeuners caritatifs à Paris, le voyage pour voir sa sœur à Toulouse le mois dernier. Il réalisa avec une horreur naissante et viscérale qu'elle n'avait pas vu sa sœur. Toulouse est le siège d'Airbus et de grands acteurs de l'aérospatiale. Elle avait rencontré des experts en logistique et en logiciel. Elle avait monté son dossier. Et l'argent? L'héritage respectable de son père? Laurent avait toujours supposé qu'il s'agissait de quelques millions bloqués dans des fiducies, assez pour financer ses passe-temps. Il s'était trompé. Il s'était tellement trompé. Jean-Pierre Moreau n'avait pas été un magnate de la technologie mineure. Il en avait été un silencieux. Il avait été l'un des premiers investisseurs providentiels dans une petite société de moteurs de recherche à la fin des années 90. Laurent avait épousé l'une des femmes les plus riches du pays et il l'avait traitée comme une stagiaire légèrement incompétente. « Et maintenant, » dit Sophie, sa voix baissant d'un ton, « nous en venons à la star de l'entreprise, la division des ventes mondiales. » L'écran changea. C'était une photo de Laurent souriant lors d'un tournoi de golf. Puis, une nouvelle diapositive, une liste de dépenses. Monsieur Laurent Dubois. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Cela sonnait étranger. « Vous, monsieur Dubois, êtes un cas fascinant. Vos chiffres de vente sont impressionnants. Presque trop impressionnants. » Elle cliqua. « Regardons le compte Omega, votre plus gros client. Il représentait 20% de tous les nouveaux revenus du dernier trimestre. Mais le compte Omega ne semble pas exister. L'adresse est une boîte postale au Luxembourg, et la compte de 10 millions de dollars qu'ils nous ont versé le mois dernier, notre nouvel audit le retrace. » Elle cliqua à nouveau. Un organigramme compliqué apparut. L'argent provenait d'une banque à Genève. Sa banque. « Vous avez falsifié les comptes, » dit-elle, sa voix un murmure doux et dangereux. « Vous avez gonflé vos propres chiffres de vente en déplaçant mon argent vers les comptes de l'entreprise, déguisés en paiement de clients. Tout ça pour vous faire passer pour un faiseur de miracles. Tout ça pour justifier... » Elle cliqua une dernière fois. L'écran se remplit de factures. Facture pour un bail d'appartement dans le quartier de la Confluence. Reçu de quartier pour une montre Panthère. Frais de voyage pour 2 en première classe à Paris pour une conférence de vente qui n'a jamais existé. Et enfin, une entrée de paie d'entreprise, dit Sophie, sa voix glaciale. Pour une mademoiselle Manon Lefebvre, poste de liaison spécial, salaire de 250 000 €, approuvé par... Elle zooma sur la signature. Laurent Dubois. Manon poussa un petit son étranglé. Elle fixait l'écran, le visage cendré. Elle n'était pas seulement sa liaison, elle était une preuve. Elle était la pièce à conviction A de sa fraude qui mettait fin à sa carrière. Laurent. La voix de Manon tremblait. Tu m'avais dit que c'était une prime à la signature.
Tu m'avais dit que l'entreprise l'avait approuvé. » Laurent ne pouvait pas parler. Il vibrait. Le prédateur était devenu la proie. Ce qui semblait un refuge était en fait un piège redoutable, et c'était lui qui était pris. Sophie, mademoiselle Moreau, ferma son ordinateur portable. L'écran devint noir. Elle marcha lentement depuis le bout de la table, ses talons résonnant dans le silence de tombeau. Elle s'arrêta juste derrière Laurent. Il pouvait sentir son parfum. Ce n'était pas le léger parfum floral qu'elle avait l'habitude de porter. C'était quelque chose de sombre, de chair et de fumée, comme le bois de santal et la cendre. Elle se pencha, sa bouche près de son oreille. Le reste de la pièce, les autres cadres, s'estompèrent. Il n'y avait plus qu'eux. « Tu pensais que j'étais stupide ?» chuchota-t-elle, sa voix si basse que lui seul pouvait l'entendre. « Tu pensais que j'étais un passe-temps. Tu pensais que j'étais un décor. Tu pensais que j'étais juste l'épouse. » Il frissonna, un tremblement de tout son corps. « Toi, continua-t-elle, son souffle chaud sur son oreille, tu étais un projet, Laurent. Un projet que je menais pour voir quel niveau d'incompétence et de trahison je pouvais tolérer. Il s'avère que ma tolérance a une limite. » Elle se redressa, s'adressant à nouveau à la salle, sa voix revenue à sa netteté d'acier. « Frédéric, Catherine, vous êtes virés. Votre manquement à l'obligation fiduciaire est profond. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. Vos affaires vous seront envoyées par la poste. Si vous contestez cela, je porterai des accusations criminelles. Suis-je claire ? » Frédéric et Catherine, complètement brisés, hochèrent simplement la tête. Des agents de sécurité qui attendaient à l'extérieur de la porte entrèrent et les flanquèrent. « Les autres, dit Sophie, vous êtes en probation. Vous rendrez compte à mon nouveau directeur des opérations, monsieur Alain Girard, qui sera là cet après-midi. » Alain Girard, le vieil avocat poussiéreux, son conseiller. Sophie retourna au bout de la table. Elle regarda Manon, qui ressemblait à une enfant terrifiée dans une robe très chère et très rouge. « Mademoiselle Lefebvre, dit Sophie, votre poste ici est redondant, tout comme votre présence. Sécurité. » L'un des gardes se tourna vers Manon. « Madame, veuillez me suivre. » Manon regarda Laurent, les yeux écarquillés de désespoir et pour la première fois, de haine pure et sans mélange. « Laurent, dis quelque chose, dis-lui !» Laurent regarda sa femme, sa PDG. Sophie le regarda simplement, un sourcil levé, une lueur d'amusement cruel dans les yeux. « Vas-y, disait le regard, défends-la. » Laurent Dubois baissa les yeux sur la table en obsidienne, sur son propre reflet pathétique. Il ne dit rien. Un petit sanglot brisé s'échappa des lèvres de Manon. « Toi, espèce de traître !» Elle attrapa son carnet rouge et sortit en titubant de la pièce, le garde la suivant de près. Maintenant, la pièce était vide, à l'exception de Laurent et des vice-présidents terrifiés restants. Laurent était le dernier, l'éléphant dans la pièce. Il tremblait. « Et vous, monsieur Dubois ?» dit Sophie en tapotant son stylo sur la table. « Vous n'êtes pas viré. » La tête de Laurent se redressa. Une petite étincelle de fol espoir vacilla. « Elle m'aime encore. C'est un test, une démonstration de force. Elle va encore... » « Oh non, dit Sophie, comme si elle lisait dans ses pensées. Vous virer est trop facile. Vous virer est un cadeau. Vous n'aurez pas de cadeau, Laurent. » Elle sourit. C'était la chose la plus froide, la plus terrifiante qu'il ait jamais vue. Vous, Laurent, vous restez. Vous me rendrez compte. Votre division des ventes mondiales est dissoute. Votre nouveau titre est, disons, responsable des projets spéciaux. Votre premier projet spécial, vous superviserez personnellement l'audit complet et la liquidation de chaque compte frauduleux que vous avez créé. Vous déférez pièce par pièce chaque mensonge que vous avez raconté à cette entreprise. Et vous le ferez depuis le box des stagiaires au 12e étage. Elle se pencha en avant. Vous viendrez ici tous les jours. Vous vous garerez sur le parking général, pas dans le garage de la direction.
Vous irez vous chercher votre propre café et vous me regarderez transformer cette entreprise, mon entreprise, en quelque chose dont vous n'auriez même jamais pu rêver. Et quand vous aurez terminé, quand vous aurez nettoyé jusqu'à la dernière parcelle de votre saleté, alors je vous virerai. » Elle se leva. « La séance est levée. Bienvenue chez le nouvel Omnicorp. » Elle se tourna et sortit de la pièce, ses talons claquant, laissant Laurent Dubois seul dans la salle du conseil sombre et silencieuse, un fantôme vivant dans un costume à 4 000 €. La femme que Laurent Dubois connaissait sous le nom de Sophie n'existait plus depuis 18 mois. La vraie Sophie, Sophie Moreau, était morte un peu chaque jour pendant 10 ans. Elle s'était lentement, volontairement, rangée dans des boîtes métaphoriques, les étiquetant maman, épouse, hôtesse, mécène. La boîte, étiquetée génie, avait été scellée et poussée sous le lit le jour de son mariage. Jean-Pierre Moreau, son père, n'avait pas été un magnat mineur. C'était une légende silencieuse de Sophia Antipolis. Il avait été l'architecte des algorithmes derrière 3 des plus grandes introductions en bourse des années 1990. Il avait appris à Sophie à coder avant qu'elle ne sache faire du vélo. Il lui avait appris à lire un bilan avant qu'elle ne puisse conduire. Lorsqu'elle sortit de la Sorbonne avec un double diplôme en informatique et en économie, il en fit sa directrice des systèmes d'information. À 25 ans, elle était la PDG de l'ombre de Moreau Capital, gérant un portefeuille si vaste qu'il en était presque abstrait. Puis son père tomba malade, cancer du pancréas, 6 mois en phase terminale. Pendant ce temps, elle rencontra Laurent Dubois. Il était un directeur des ventes éblouissant d'ambition dans une entreprise technologique de taille moyenne. Il était beau, charmant et semblait impressionné par elle. Il était un répit face au chagrin et au poids écrasant de la salle du conseil. Quand son père mourut, le chagrin fut un raz-de-marée. Laurent fut une bouée de sauvetage. Elle l'épousa. Elle voulait pour la première fois être normale, être prise en charge. Elle eut des enfants. Elle se retira de Moreau Capital, confiant la gestion quotidienne au conseiller le plus fiable de son père, Alain Girard, et à un conseil d'administration à Genève. Elle dit à Laurent qu'elle gérait la fondation caritative de son père. C'était un mensonge qu'elle raconta pour qu'il se sente grand. Elle l'avait laissé être le soutien de famille avec son salaire d'Omnicorp, qui pour elle était de l'argent de poche. Elle l'avait laissé construire son monde, croyant qu'il était le roi, alors qu'elle était la véritable source de la richesse du royaume. Leur penthouse, son argent. La classe S, son argent. Ses costumes à 4 000 €, tous achetés avec les dividendes de son portefeuille. Elle s'était contentée de sa boîte. Elle aimait ses enfants. Elle s'était convaincue qu'elle aimait la simplicité, l'absence de pression. L'illusion se brisa un mardi pluvieux de mars. Laurent était sous la douche. Son téléphone, qui était habituellement gardé comme un secret d'État, vibra sur la table de chevet. Un SMS de Monsieur Lefebvre. La nuit dernière était « Waouh, tu ne mentais pas sur la vue de mon nouvel appart. On se voit à la réunion. Robe rouge prête. » Sophie avait fixé le texto, son cœur une pierre froide et immobile dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la liaison, c'étaient les mots. Mon nouvel appart. Elle fit ce pourquoi elle était entraînée. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle rassembla des données. Elle se connecta au compte bancaire privé qu'elle et Laurent partageaient, celui qu'ils pensaient être leur compte principal. Elle vit le virement de 250 000 € à Manon Lefebvre, codé comme une prime à la signature. Elle vit les paiements de loyer pour l'appartement de la Confluence, acheminés par un fonds discrétionnaire de la direction. Elle réalisa avec une terreur froide et grandissante qu'il n'utilisait pas seulement son argent. Il utilisait l'argent de l'entreprise, l'argent d'Omnicorp. Elle passa les 48 heures suivantes dans un état second. Elle ne dormit pas, elle travailla. Elle consulta les documents publics d'Omnicorp, elle les croisa avec les voyages de Laurent. Elle découvrit le compte Oméga. Et avec son expérience, il lui fallut moins d'1 heure pour trouver les empreintes numériques. Il ne la trompait pas seulement.
Il commettait une fraude électronique de haut niveau. Et il le faisait mal, il était négligent. Mais le coup décisif vint lorsqu'elle traça la source de l'acompte du compte Oméga. Il n'avait pas seulement volé son entreprise, il avait, par une série de manœuvres complexes et idiotes de société écran, volé son argent à elle. Il avait trouvé une porte dérobée dans l'un des plus petits fonds fiduciaires de sa famille, un fonds auquel elle lui avait bêtement donné un accès partiel pour les urgences. Il avait siphonné des millions, pas seulement pour Manon, pour lui-même, pour gonfler ses chiffres de vente, pour se faire passer pour le roi qu'il prétendait être. Il n'avait pas seulement brisé son cœur, il avait insulté son intelligence. Cette nuit-là, Sophie, l'épouse, mourut. Sophie Moreau, PDG, renaquit. Elle s'envola pour Genève le lendemain. Une retraite au spa, lui avait-elle dit. Elle rencontra Alain Gérard et le conseil d'administration de Moreau Capital. « J'ai une nouvelle cible d'acquisition, avait-elle dit, sa voix dénuée d'émotion. « Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Moreau ?» avait demandé Alain. « Une société de logiciels, une nouvelle biotech, une entreprise de logistique de taille moyenne ? Omnicorp Solutions ?» Alain avait haussé un sourcil. « Omnicorp, c'est un désastre, surévalué, une direction terrible. Leurs chiffres de vente sont de la fiction. »« Je sais, dit Sophie, c'est pourquoi ils sont vulnérables. La fiction est l'œuvre de mon mari. Il a fraudé l'entreprise. Sa fraude les rend mûrs pour une OPA hostile. Nous allons l'acheter. Nous allons tout acheter. »« Ce n'est pas des affaires, Sophie, dit doucement Alain, c'est de la vengeance. »« Tu as tort, Alain, avait-elle répliqué, son regard glacial. La vengeance est émotionnelle. Ceci est une gestion de problème. C'est un nuisible dans ma maison. Je ne vais pas juste l'écraser, je vais acheter l'immeuble, le mettre sous tente et le fumiger. Le plan fut mis en marche. SM Venture était né. C'était une branche de Moreau Capital conçue pour être un fantôme. Ils commencèrent à acheter des actions d'Omnicorp, d'abord au compte-gouttes, puis en masse, utilisant les propres rapports gonflés et frauduleux de Laurent pour justifier le prix élevé de l'action auprès des autres vendeurs. Il l'aidait en effet à préparer sa propre chute. Pendant 18 mois, Sophie mena une double vie. Le jour, elle était Sophie la débordée, planifiant des soirées caritatives, gérant les emplois du temps des enfants et demandant à Laurent la permission de partir en voyage. La nuit, elle était la PDG Moreau, lors d'appels cryptés avec Genève et Londres, dirigeant l'OPA hostile, engageant des experts comptables judiciaires et planifiant la restructuration complète d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Elle se coupa les cheveux. Elle s'acheta une nouvelle garde-robe, la gardant dans un bureau privé qu'elle avait loué en centre-ville au nom d'Alain. Elle avait commencé à se transformer, à muer de la peau de la femme que Laurent avait méprisée. Les anomalies qu'elle avait mentionnées ce matin. C'était la dernière pièce, la confirmation que son argent avait été utilisé pour le compte Oméga. C'était le signal de départ. Elle avait ressenti un moment d'hésitation ce matin-là, un flash des 10 ans qu'ils avaient eus, la naissance de leurs enfants, les premiers jours où ils l'avaient regardée avec admiration. « Laurent, avait-elle dit, il faut qu'on parle. » C'était une dernière chance, une dernière occasion pour lui d'avouer. « J'ai besoin que tu saches, » avait-elle commencé, et il l'avait coupée. « Je dois y aller, chérie, je t'aime. » Il ne l'avait même pas regardée. Il lui avait embrassé le sommet de la tête et était parti rejoindre sa liaison. À cet instant, tout doute persistant, toute once de pitié s'évapora. Elle regarda les portes de l'ascenseur se fermer. Elle resta debout dans le penthouse silencieux pendant 1 minute entière. Puis elle prit son téléphone. « Alain, dit-elle, c'est fait. Exécutez les dernières procurations et préparez la voiture, le tailleur bleu marine. Oui, c'est le grand jour. » Le nouveau monde de Laurent Dubois était beige. Après que Sophie, mademoiselle Moreau, eut balayé la salle du conseil du 88e étage, Laurent était resté assis sur sa chaise pendant ce qui sembla une éternité. Les autres vice-présidents s'étaient éclipsés, refusant de croiser son regard comme si son échec était contagieux. Finalement,
un agent de sécurité était revenu. « Monsieur Dubois, nous avons reçu l'ordre de vous escorter à votre nouveau poste de travail. » La marche de la honte fut un chef-d'œuvre d'humiliation. Lui, l'ancien vice-président des ventes mondiales, fut conduit au-delà de la suite exécutive, au-delà du plateau de vente animé où son équipe le saluait presque, et dans l'ascenseur de service. Ils descendirent, descendirent, descendirent. Ils émergèrent au 12e étage, archives et classements. Le 12e étage était un enfer éclairé au néon. L'air sentait le café rassis et le papier poussiéreux. Il n'y avait pas de baies vitrées, juste de petites lucarnes carrées qui donnaient sur une cour intérieure en briques. Son nouveau bureau était un box, même pas un box complet, un rectangle de tissu beige à mi-hauteur, identique aux 20 autres autour. Sur le bureau se trouvait un ordinateur Dell vieux de 10 ans, un téléphone noir générique et un seul document agrafé. Le document disait « Projet grand nettoyage, responsable, L. Dubois ». Sa Mercedes classe S. La sécurité avait confisqué les clés. « C'est un véhicule de société en leasing, monsieur Dubois. Vos privilèges de leasing ont été révoqués. » Son badge de parking fut désactivé. Sa carte Amex d'entreprise fut refusée. La semaine suivante, Laurent Dubois apprit la vraie signification du pouvoir. Il ne s'agissait pas de crier ou de virer des gens. Le vrai pouvoir, c'était le contrôle. Sophie. Non, il devait arrêter de penser à elle comme Sophie. Mademoiselle Moreau contrôlait sa nouvelle réalité. Il était un paria. Les employés du 12e étage, pour la plupart des employés plus âgés attendant la retraite, le tenaient à distance. Ils savaient qui il était. Ils savaient ce qui s'était passé. Ils le traitaient avec un mélange terrifiant de peur et de pitié. Son travail, tel que décrit dans la note de service, était exactement comme elle l'avait menacé. Il devait cataloguer personnellement chaque dossier frauduleux, chaque fausse facture, chaque note de frais gonflée, du compte Oméga et d'une douzaine d'autres clients qu'il avait inventés. Il construisait, en effet, le dossier juridique contre lui-même. Il était piégé. S'il démissionnait, elle le ferait arrêter. S'il restait, il était à sa merci. Il essaya de se battre. Le premier soir, il avait pris un taxi jusqu'au penthouse. Sa carte d'accès ne fonctionnait pas. « Monsieur Dubois » dit le portier, un homme dont Laurent n'avait jamais pris la peine d'apprendre le nom. « Je suis désolé, monsieur. Les instructions de mademoiselle Moreau sont claires. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. »« C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété » avait rugi Laurent. Le portier l'avait regardé tristement. « En fait, non, monsieur. Le penthouse appartient à une société holding, Moreau Capital. On nous a demandé de retirer votre nom de la liste des résidents. » Elle avait pensé à tout. Elle avait planifié cela pendant des années. Il était allé à un hôtel, le prestigieux Langham. Sa carte Amex personnelle, celle qu'il pensait payer, fut refusée. Il appela la banque. « Je suis désolé, monsieur Dubois » l'informa une voix polie. Cette carte était un compte d'utilisateur autorisé sous le titulaire principal, Sophie Moreau. Vos privilèges d'utilisateur ont été révoqués. Il finit dans un Holiday Inn Express près de l'aéroport, utilisant les derniers 300 € de sa carte de débit. Le travail était une dégradation quotidienne. À 10 heures chaque jour, son téléphone sonnait. C'était sa nouvelle assistante de direction. Le redoutable Alain Girard, s'avéra-t-il, était le nouveau directeur des opérations. Son ancien rôle était maintenant occupé par une femme vive, nommée Patricia. Mademoiselle Moreau demande la mise à jour du projet grand nettoyage, monsieur Dubois. Il devait apporter ses dossiers en personne jusqu'au 88e étage. La première fois, il avait essayé de lui parler. « Sophie, s'il te plaît » avait-il supplié, debout dans l'embrasure de son nouveau bureau. Il était redécoré. Fini le vieux mobilier de club de garçons en bois sombre, c'était maintenant minimaliste, moderne, avec du verre, de l'acier et une immense peinture abstraite. « C'est mademoiselle Moreau » avait-elle dit, sans lever les yeux d'un rapport. « Le dossier est-il prêt »
Sophie, les enfants. Et les enfants, tu ne peux pas simplement les prendre? Elle avait enfin levé les yeux. Ses yeux n'étaient pas en colère, ils étaient juste fatigués. Je ne les prends pas, Laurent, je les protège de toi, de l'exemple que tu as donné. Ils sont avec ma mère à Écully, ils vont bien. Toi, par contre, tu es en retard avec ton rapport. C'est insensé, tu ne peux pas faire ça, je suis ton mari. Vous, dit-elle en se levant, êtes un employé qui a commis une fraude électronique. Vous êtes un passif que j'ai gracieusement décidé de gérer en interne. Ne confondez jamais cela avec un différend domestique. C'est une restructuration d'entreprise. Maintenant, posez le dossier sur le bureau et retournez au 12e étage. Vous perdez votre temps. Il avait jeté le dossier sur son bureau et était sorti en trombe. Mais en attendant l'ascenseur, il avait entendu sa voix, claire et forte, lors d'une conférence téléphonique. « Oui, monsieur Arnaud, je suis d'accord. La logistique de livraison par drone est la clé. Nous prévoyons une augmentation de 200% de l'efficacité d'ici le 3e trimestre. Arnaud. » Elle était en communication avec... Laurent s'était senti mal. Il avait joué aux dames alors qu'elle jouait aux échecs en 3D à travers le globe. Le coup final arriva 2 semaines après le début de sa peine. Une nouvelle employée fut affectée au box à côté de lui. C'était Manon Lefebvre. Elle avait l'air terrible. Sa garde-robe de haute couture avait disparu, remplacée par un tailleur-pantalon bon marché d'un grand magasin. Son feu de défi était éteint. Elle ne le regardait pas. « Manon, avait-il chuchoté, horrifié. « Tais-toi, Laurent, avait-elle sifflé, sa voix épaisse de venin. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle m'a offert un marché, dit Manon, les yeux fixés sur son nouvel ordinateur ancien. Mademoiselle Moreau, elle m'a trouvée. J'allais être expulsée. Elle a dit qu'elle ne me poursuivrait pas pour ma participation à la prime à la signature si je venais travailler ici aux archives pour le SMIC. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Manon l'avait enfin regardée. Ses yeux étaient cerclés de rouge, mais secs et durs. Parce qu'elle veut que tu aies une collègue. Elle veut que tu sois assis ici tous les jours, à côté de la femme pour qui tu as détruit ta vie. Elle veut que tu me regardes et elle veut que je te regarde. Et elle veut que nous sachions tous les deux qu'elle a gagné. Manon se retourna vers son écran. Maintenant, laisse-moi tranquille. Je dois classer par ordre alphabétique des factures de 2010. Et toi aussi. Laurent fixa le mur beige de son box. Il n'était pas seulement dans une prison. Il était dans une exposition spécialement conçue aux zoos et la gardienne était sa femme. L'esprit humain ne peut absorber qu'une certaine quantité d'humiliation avant de craquer. Laurent Dubois, qui avait défini toute son existence par le reflet qu'il voyait dans les yeux des autres, admiration, envie, désir, était maintenant invisible, ou pire, il était un objet de pitié et de mépris. Il était piégé. Ses journées étaient un cycle monotone de tri de sa propre corruption. Ses nuits se passaient dans une chambre simple d'un motel près de l'autoroute, l'odeur d'eau de javel industrielle s'accrochant au drap. Il avait vendu ses boutons de manchette en platine pour de l'argent liquide. Il mangeait aux distributeurs automatiques. Il observait depuis le 12e étage comment Mademoiselle Moreau transformait Omnicorp. Des notes de service circulaient. La vieille garde était partie. De nouveaux cadres brillants et terriblement compétents furent recrutés. Le système logistique désuet de Catherine Duval fut arraché et remplacé par une répartition de pointe par IA. L'entreprise, qui perdait de l'argent, était soudainement florissante. La presse spécialisée l'appelait la dame de fer de la logistique, une visionnaire. Laurent, pendant ce temps, cataloguait des reçus pour du champagne dont il ne se souvenait même pas avoir bu. Le plus grand tourment, cependant, restait Manon. Elle était assise à 3 mètres de lui, un monument vivant à son échec. Ils ne se parlaient jamais. Le silence entre eux était épais et toxique, rempli de tout ce qu'il avait promis et de tout ce qu'elle avait perdu. Il l'avait regardée un jour, l'avait vraiment regardée, et n'avait rien ressenti. Le feu, l'ambition, la robe rouge vif, tout avait disparu. Elle n'était qu'une femme fatiguée et en colère dans un tailleur bon marché,
et il réalisa avec un haut-le-cœur écœurant qu'il ne l'avait jamais vu du tout. Il n'avait vu qu'un miroir plus jeune et plus flatteur de lui-même. Maintenant, le miroir était brisé. Un jeudi pluvieux, 6 semaines après le grand jour, il craqua enfin. Il se rendait au 88e étage pour livrer son dossier de confession hebdomadaire. Il avait été réduit à ça, un livreur. Il entra dans l'ascenseur de la direction et juste au moment où les portes se fermaient, une main se tendit. Les portes s'ouvrirent. C'était Sophie, mademoiselle Moreau. Elle s'arrêta en le voyant. C'était la première fois qu'ils étaient vraiment seuls dans un espace confiné depuis la salle du conseil. Il portait une pile de dossiers beige. Il sentait légèrement le savon du motel. Elle portait une robe crème élégante et tenait un mince portefeuille en cuir. Elle sentait, comme toujours, le bois de santal et la victoire. Elle lui fit un signe de tête sec. « Monsieur Dubois ?» Et elle entra, appuyant sur le bouton P du garage privé du penthouse. Les portes se fermèrent. L'ascenseur entama sa montée douce et silencieuse. Le silence était assourdissant. Il pouvait l'entendre respirer. Il pouvait voir son propre reflet dans les parois en acier poli, debout à côté d'elle. Il avait l'air ruiné. Et c'est dans ce reflet que quelque chose en lui se brisa. « Vous appréciez ça, n'est-ce pas ?» chuchota-t-il, sa voix rauque. Elle ne le regarda pas. « J'apprécie une augmentation de 30% de la valeur de l'action, oui. »« Non, ça !» cracha-t-il en faisant un geste entre eux. « Moi, le 12e étage. Manon, le motel. Vous adorez ça. Vous adorez me voir ramper. » Elle tourna la tête, son regard lent et analytique. « Non, Laurent, ce n'est pas le cas. Je suis déçue. » « Déçu ?» Il laissa échapper un aboiement de rire, un son brisé et laid. « Vous avez détruit ma vie. Vous avez pris mon travail, ma maison, mes enfants, et vous êtes déçu ?»« Je suis déçue, » dit-elle, sa voix toujours calme, mais avec une nouvelle pointe d'acier. « Que l'homme que j'ai épousé, l'homme avec qui j'ai construit une vie, l'homme à qui j'ai donné 2 enfants, était aussi faible, aussi stupide. »« Je ne suis pas stupide, » rugit-il, ses mains se crispant sur les dossiers. « J'ai bâti cette division des ventes, j'ai fait cette entreprise. »« Vous ne l'avez pas fait, » répliqua-t-elle, la glace se fissurant enfin, révélant le feu en dessous. « Vous étiez un parasite, Laurent. Vous vous nourrissiez de mon argent pour vous donner une belle apparence. Vous commettiez une fraude pour pouvoir impressionner une fille de 26 ans avec mon héritage. Vous n'avez rien construit. Vous n'étiez qu'un costume très cher et très arrogant. » L'ascenseur sonna, passant le 80e étage. « Vous pensez que c'est à propos de Manon ?» ricana-t-il, retombant sur sa plus vieille et plus laide défense. « Vous êtes juste jalouse. Vous ne pouviez pas supporter que je veuille quelqu'un de jeune, de vivant. » Sophie le fixa, puis la chose la plus terrifiante de toutes se produisit. Elle rit. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était un son froid, plein de pitié, dévastateur. « Oh, Laurent, vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Vous pensez que c'était à propos d'elle? Vous pensez que j'ai acheté une entreprise d'1 milliard de dollars et orchestré la prise de contrôle d'entreprise la plus complexe de la décennie parce que j'étais jalouse ?» Elle s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. L'acier avait disparu, remplacé par une fureur juste et brûlante qu'il n'avait jamais vue. Il ne s'agissait pas de votre liaison, cliché pathétique. Il s'agissait de la fraude. Il s'agissait du fait que vous m'ayez volé, que vous ayez volé l'héritage de mon père. Il s'agissait du fait que vous ayez insulté mon intelligence jour après jour pendant 10 ans. Vous m'avez traité comme une employée de maison. Vous m'avez méprisée. Vous, avec votre unique talent, le mensonge, avez osé me regarder de haut. L'ascenseur sonna.
Les portes s'ouvrirent au 88e étage. « Vous, dit-elle, sa voix retombant à un murmure létal, étiez une erreur. Vous étiez la seule et unique erreur idiote que j'ai faite dans toute ma vie, et je suis simplement en train de la corriger. » Elle sortit de l'ascenseur. « Au fait, monsieur Dubois, lança-t-elle sans se retourner, votre projet grand nettoyage est terminé. J'ai recoupé vos dossiers avec l'audit judiciaire complet. » Il resta figé dans l'ascenseur. « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que vos services, dit-elle, ne sont plus requis. » Elle sourit, le même sourire froid de la salle du conseil. « Vous êtes viré. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent, le scellant à l'intérieur, le laissant seul avec son reflet. Viré. Ça aurait dû être un soulagement. Mais il savait, alors que la cabine commençait sa descente, ce que cela signifiait. Elle n'avait plus besoin de lui dans le box. Elle avait ses aveux. Elle avait son dossier. Elle le tenait. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans le hall principal, 2 officiers de police se tenaient là, l'attendant. « Laurent Dubois ?» dit l'un d'eux en s'avançant. Laurent laissa tomber les dossiers. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, détournement de fonds et association de malfaiteurs. » Alors qu'il lui passait les menottes, il leva les yeux, au-delà du hall, jusqu'au 88e étage. Il ne pouvait pas la voir, mais il savait qu'elle était là, observant. L'architecte, la gardienne du zoo, la PDG. Le procès de Laurent Dubois ne fut pas le cirque médiatique sensationnel qu'il aurait pu secrètement désirer. Sophie Moreau, avec son efficacité brutale caractéristique, s'assura que ce ne le soit pas. Ce fut une procédure fédérale discrète. Les preuves n'étaient pas des SMS salaces ou des photos de Manon en robe rouge. Les preuves étaient des feuilles de calcul, des virements bancaires, des statuts de société écran. C'étaient les dossiers du compte Oméga, méticuleusement organisés par Laurent lui-même depuis son box du 12e étage. C'était une débâcle totale. Il fut accusé de 3 chefs de fraude électronique et d'1 chef de détournement de fonds. Son avocat hors de prix, payé par la vente de son dernier atout, une montre vintage dont Sophie ignorait l'existence, tenta de plaider qu'il était un pion, qu'il avait été piégé par une femme vengeresse. L'accusation, et par procuration le nouveau conseil juridique de l'entreprise dirigé par Alain Gérard, diffusa simplement l'enregistrement de la première réunion du conseil d'administration de Sophie, le diaporama, les factures de la montre Cartier, le bail, puis ils appelèrent Manon Lefebvre à la barre. Manon, qui ne portait plus son uniforme des archives, était calme. Elle témoigna que Laurent avait présenté les 250 000 € comme une prime à la signature légitime et approuvée par le conseil, qu'il lui avait dit que l'appartement était un bail d'entreprise pour des clients de grande valeur. Elle était une victime, affirma-t-elle, de ces mensonges. Que ce soit vrai ou non n'avait pas d'importance, c'était crédible et cela scella le sort de Laurent. Il fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge le regarda avec dédain. « Monsieur Dubois, vous étiez un homme qui avait tout, un travail bien payé, une belle famille, et vous avez tout gâché, non par besoin, mais par simple cupidité et arrogance pure. Vous avez volé vos partenaires, vous avez volé votre femme, et vous avez fraudé votre propre entreprise. Le jugement de ce tribunal est que vous soyez condamné à 8 ans dans un établissement correctionnel fédéral à sécurité minimale. 8 ans. Le marteau tomba. Laurent, dans son costume de prêt-à-porter mal ajusté, s'effondra simplement. Sophie n'était pas dans la salle d'audience. Elle était, à ce moment précis, en train de sonner la cloche d'ouverture à Euronext Paris. Omnicorp Solutions, après avoir été restructuré, rebaptisé et fusionné avec une division technologique de Moreau Capital, relançait sa nouvelle action sous le ticker SMV. Le cours de l'action tripla dans la première heure. Elle se tenait sur le balcon,
sous une pluie de confettis, flanquée d'un Alain Girard triomphant et de son nouveau conseil d'administration. Elle était le nouveau visage de la logistique française, un esprit de Sophia Antipolis, avec une exécution de la place financière de Paris. Un journaliste cria « Mademoiselle Moreau, votre ex-mari vient d'être condamné. Un commentaire ?» Sophie ne sia pas. Elle sourit vivement pour les caméras. Omnicorp est et a toujours été tourné vers l'avenir. Nous avons une tolérance zéro pour les pratiques contraires à l'éthique du passé. Nous sommes ravis d'aller de l'avant. Elle l'avait, à la fin, effacé. Le bilan final était réglé. Laurent Dubois était un détenu fédéral. Manon Lefebvre, ayant coopéré, reçut une indemnité de départ et disparut, probablement pour trouver un autre monsieur Dubois dans une autre ville. Les anciens cadres, Frédéric Lemaire et Catherine Duval, firent face à leurs propres poursuites civiles et furent contraints de rembourser des millions, leur carrière terminée. Et Sophie Moreau, elle quitta Euronext et rentra chez elle, non pas au froid penthouse, mais au domaine tentaculaire et chaleureux d'Écully, où ses enfants séjournaient avec sa mère. Elle arriva juste au coucher du soleil. Elle se débarrassa de son armure de PDG, le tailleur strict et les clous en diamant, et enfila un pull en cachemire doux. Elle monta à l'étage et trouva ses 2 enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 6 ans, en train de construire une cabane avec des oreillers. « Maman !» crièrent-ils en courant vers elle. Elle tomba à genoux et les serra dans ses bras, enfouissant son visage dans leurs cheveux. Elle les serra, respirant leur odeur pendant un long, long moment. C'était le pourquoi, c'était l'atout qu'elle avait protégé. « Je suis à la maison », chuchota-t-elle. « Tu as gagné ta réunion, maman ?» demanda son fils. Sophie Moreau se recula, un sourire sincère et chaleureux atteignant enfin ses yeux. Un sourire que Laurent Dubois n'avait pas vu depuis des années et ne reverrait plus jamais. « Oui, mon chéri, » dit-elle en lui embrassant le front. « Oui, j'ai gagné. L'entreprise est en sécurité maintenant. » Elle avait nettoyé sa maison, le nuisible était parti, le bilan était équilibré. Et pour la première fois en une décennie, Sophie Moreau était enfin complètement libre. Et c'est ainsi que l'on règle ses comptes. Laurent Dubois pensait qu'il était le roi, mais il avait oublié qu'il était marié à l'impératrice. Il a construit son petit château sur ses terres et elle l'a simplement rasé. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était une réacquisition totale, professionnelle et personnelle. Une histoire de sous-estimation, de pouvoir caché et de la facture finale dévastatrice. Qu'avez-vous pensé du coup final de Sophie ? Le virer était-il trop facile ? Ou le box du 12e étage, juste à côté de sa liaison, était-il le plat le plus parfait, servi le plus froidement de tous les temps ? Dites-moi votre rebondissement préféré dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez les histoires où l'opprimé sous-estimé récupère tout, faites-moi plaisir et cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne. Partagez cette vidéo avec quiconque a besoin d'un rappel de ce qui arrive quand on confond une lionne avec un chaton. Et surtout, si vous voulez plus d'histoires de drame, de karma et de vengeance épique, assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine.